Abonnez-vous massivement. Betty Matende l'officiel. Balobi chaîne nous pesa makambo. Chaîne nous na actualité na source. Ezate que oh akufa ki bala mwakunda ka akufa ki na été. Betty Matende le babionde makambo. Vumela na yo posanga orgueil. Chochocho. Mboka na yo. Mais un professionnel libéral, au même titre que l'avocat, au même titre que l'expert comptable, et comme c'est une profession dont les acteurs ont délégation d'une portion du pouvoir public, c'est-à-dire de la signature du sceau de l'État, cette profession est placée sous la tutelle du ministère de la Justice et donc qui encadre celle-ci. Il y a pas mal d'innovations dans cette loi et pour l'essentiel, la Commission de la coopération notariale internationale qui est venue ici chez nous va nous entretenir en tant qu'étudiants, en tant que futurs juristes de formation, de découvrir qu'à part les débouchés habituels, qui sont nos chasses cachées en droit, à savoir la magistrature et le barreau, les étudiants qui vont sortir de la faculté des droits ont une nouvelle opportunité ou un nouveau débouché, c'est-à-dire de pratiquer les notariats. Et même ce sont des praticiens, ce sont des notaires, et vous allez découvrir qu'à travers leur cursus académique, c'est des juristes au départ. Et donc, ils n'ont pas été à la magistrature ou au barreau, mais c'est des gens qui émergent comme des notaires et ils occupent de hautes fonctions auprès de la plus haute instance de cette formation. Et pour terminer mon propos introductif, je vais vous annoncer que le notariat de la RDC, tout en étant fonctionnaire, est déjà dans le sillage de l'Union internationale du notariat, parce que depuis 2019, à l'occasion du 29e Congrès international des notaires, notre notariat a obtenu de l'Assemblée générale des notariats membres de l'Union internationale du notariat les statuts d'observateur auprès de la Commission des affaires africaines. Parce que l'Union, elle est internationale, mais dans chaque continent, il y a une commission qui s'occupe des affaires du notariat. En Afrique, nous avons la CAF. En Amérique, nous avons la CAM, donc au niveau de l'Amérique. En Europe, il y a aussi une commission. Et la structure qui est ici, elle est presque représentative de l'Union, sauf l'Asie qui n'est pas représentée. Cela dit, je vais inviter nos invités de marque à prendre place sur l'estrade pour notre conférence qui va commencer. Monsieur le Président. Voilà, je vais commencer par les présenter. En réalité, la conférence, c'est un échange. Ce n'est pas vraiment une conférence de type classique, genre des exposés. Non, c'est un partage d'expérience et surtout une façon de donner goût aux étudiants qui sont dans la salle. Ça sera un partage d'expérience, d'informations sur les notariats, sur l'Union internationale du notariat, sur les notariats en Allemagne, en France ou en Côte d'Ivoire et puis en République démocratique. Et je vais commencer par présenter donc nos intervenants. Moi-même, je ne me suis pas présenté, j'aurais dit par ça. Je suis M. André Lobo, je suis moi aussi notaire, pour ceux qui le savent, magistrat au départ, mais actuellement notaire, à l'Office notarial du guichet unique de création d'entreprise depuis 2013. Ici à l'université, je suis docteur en droit et donc j'enseigne à la faculté de droit. Je combine les deux fonctions. Monsieur notaire Bamobilé, avant d'arriver à lui, j'ajoute que je suis secrétaire général de l'Union nationale des notaires de la RDC. C'est l'association qui regroupe un bon nombre de notaires qui exercent ici en RDC, des notaires fonctionnaires. Vous avez M. Bamobilé Georges, c'est le président national de notre association, donc c'est le président de l'Union nationale des notaires de la RDC. Il est juriste de formation et notaire affecté à l'office notarial de la FUNA. Comme vous le savez, les offices notariaux étaient subdivisés selon les districts. Donc lui est de la FUNA, il y a un autre à l'hôtel de ville, donc de la Loponga, Djambou, dont la notaire elle est là, Madame Makopikwa, et puis un autre de la Moamba. Et donc M. Georges Bamobilé est notaire. Son office notarial est juste en face de chez nous ici, en face du ministère de l'Intérieur. Et il va nous entretenir légèrement sur
le notariat de la RDC et le processus actuel en cours dans le processus de la libération. Je vous asseoir, cher mon frère. À côté de lui, vous avez Maître Jaeger Ten. Il est de nationalité allemande et juriste de formation. Il est notaire libéral en Allemagne. Responsable des pays francophones au sein du Conseil supérieur du notariat allemand. Et donc, sur le plan de la formation, j'ai dit qu'il était docteur en droit. Voilà, c'est pour vous dire que le notaire libéral, c'est un notaire professionnel. Lui, il est docteur en droit. Et il est aussi par ailleurs enseignant à l'université de Nancy en France et à l'université de Saarbrücken en Allemagne. Merci, on peut l'applaudir, on l'accueille en même temps. Ils ont fait le déplacement de l'Europe jusqu'ici. Voilà. À sa droite, vous avez Maître Richard Bock, de nationalité allemande. Il est notaire honoraire depuis qu'il a atteint l'âge de 70 ans, c'est l'âge de la retraite notariale en Allemagne, mais il continue, fort de son expérience et longue riche expérience en notariat, d'occuper des fonctions au sein de l'Union internationale du notariat, et c'est lui qui est l'actuel président de la commission de la coopération notariale internationale. Donc c'est lui qui a conduit la délégation qui est venue ici. Il a été président honoraire de la chambre régionale, une chambre régionale en Allemagne. Il est conseiller judiciaire et il a aussi assumé des enseignements à une chaire à l'université de Mainz en Allemagne. On peut l'applaudir pour le l'accueillir. À sa droite, vous avez une dame, c'est une grande dame comme vous la voyez, c'est Maître Mawa Kone. Elle est de nationalité ivoirienne, elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Elle est juriste de formation aussi, avec une maîtrise en droit notarial de l'Université de Toulouse. Elle est médiateur professionnel, elle est formatrice en médiation aussi. Elle est présidente honoraire de la Chambre des notaires de la Côte d'Ivoire, donc elle a géré les notaires de la Côte d'Ivoire. Et actuellement, elle est vice-présidente de la commission, plutôt elle est déléguée de l'Afrique au sein de la commission de la coopération notariale internationale. Est-ce qu'on peut la recevoir? Et à l'extrême droite, vous avez Maître Michel Van Segelen. Il est français d'origine hollandaise, c'est sa nationalité d'origine. Lui aussi, il est juriste de formation, il a une maîtrise en droit notarial de l'Université de Bordeaux. Il a aussi un diplôme supérieur en notariat à l'Université de Lyon. Il est notaire depuis 1996 à Grenoble en France. Et il est membre de la commission de la coopération notariale internationale. Et il est actuellement vice-président de cette commission en charge de l'Europe. Et il est notaire encore en exercice en France. Encore une fois, bienvenue à Kinshasa. Et donc, je vous mets à la disposition de l'auditoire pour un briefing sur les informations essentielles sur le notariat. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le président de la commission, Maître Richard Bock. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la communauté estudiantine ici présente? Consoeurs et confrères, chers étudiants et chères étudiantes, c'est un grand honneur pour nous d'être ici. C'est la dernière part de notre séjour ici en RDC. Et comme c'est souvent la meilleure part et la dernière part et la meilleure part. Nous partirons aujourd'hui et nous avons le temps et vous pouvez aussi poser des questions si vous voulez. Ce n'est pas une lecture universitaire, c'est une activité de communication. Je vais vous introduire dans les secrets de notre association mondiale, l'Union du notariat international, parce que
mon français est un peu déficitaire. Je vais faire mon discours, merci, mon discours en allemand et mon ami Thorsten va traduire. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die UNL ist eine weltumspannende Organisation des lateinischen Notariats. Weltumspannend heißt, wir haben zurzeit 91 Mitgliedsländer. Das sind die meisten der Länder, in denen es überhaupt ein lateinisches Notariat gibt. Chers collègues, l'Union internationale du notariat latin est une association mondiale qui regroupe en ce moment 91 pays, donc notariat des pays dans le monde entier. Je ne suis pas traducteur de formation, excusez-moi. C'est pas ma langue maternelle non plus. J'ai la nationalité française depuis 6 ans, grâce à ma femme, mais bien évidemment, mon français n'est pas parfait. Donc si vous avez compris, c'était bien cette phrase. Also wir haben 91 Mitgliedsländer und dann gibt es Länder, die bei uns Mitglied werden wollen und dazu gehört Paris. Donc il y a d'autres pays qui sont en train de vouloir adhérer à cette union internationale et un de ces pays, c'est par exemple la République démocratique du Congo. Um Mitglied zu werden bei uns, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, es müssen bestimmte Grundsätze des lateinischen Notariats in der Organisation, im System des betreffenden Aufnahmekandidaten vorhanden sein. Pour devenir membre de cette association, de cette union, le pays qui veut adhérer nécessite de remplir certaines conditions dans l'organisation et la législation nationale. Und wir sind dabei, hier zu schauen, zu prüfen, ob diese Grundbedingungen vorhanden sind und, soweit sie nicht vorhanden sind, das Land hier UNOT zu unterstützen, diese Bedingungen zu erfüllen. Donc la tâche de notre visite, c'est notre première visite ici, c'est de voir si ce pays remplisse déjà ces conditions et si ce n'est pas encore le cas, ce qui est normal, d'accompagner ce pays et l'association qui est dans son processus d'adhésion à cette union internationale. Frage jetzt, was sind denn die Prinzipien des lateinischen Notariats? La question la plus importante, surtout aussi pour vous, quels sont les principes du notariat latin? Alle, die wir hier sitzen, sind Notare, das heißt, wir üben einen freien Beruf aus, wie Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten. Donc tous les notaires qui sont ici à la table exercent le notariat en tant que profession libérale, comme les médecins, les avocats et d'autres professions libérales, les architectes, etc. Was uns unterscheidet von diesen anderen freien Berufen ist, dass wir, sehr wichtig, staatliche Aufgaben wahrnehmen und zwar ausschließlich staatliche Aufgaben wahrnehmen. Ce qui nous distingue de tous les autres professions libérales, c'est que le notaire latin exerce des tâches étatiques, donc des tâches publiques, et ça d'une manière exclusive. Wir üben diese staatlichen Aufgaben im Bereich der Justiz aus. Das heißt, wir unterstehen eigentlich aus der Sicht des Staates dem Justizministerium, der Justizverwaltung. Donc tous nos tâches font partie de la justice, mais nous exerçons toutes ces tâches sous la supervision ou la tutelle, si vous voulez, de la justice et de son ministère de la justice. Und die Justizverwaltung, die übt auch die Aufsicht über uns aus, indem wir von der Justizverwaltung in gewissen zeitlichen Abständen überprüft werden. Donc la justice et son ministère font la tutelle d'une sorte qui contrôle notre activité d'une manière régulière, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, selon la législation nationale. Und wir unterliegen auch der Disziplinaraufsicht durch die Justizverwaltung. Das heißt, wir sind disziplinarrechtlich genau gleichgestellt einem ganz normalen Beamten.
En plus, nous avons les sanctions disciplinaires, donc ce qui nous met en même ligne avec un fonctionnaire normal, c'est qu'on peut être poursuivi d'une manière disciplinaire. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass wir diese staatlichen Aufgaben, die ich erwähnt habe, erfüllen können. Frage, worin bestehen diese staatlichen Aufgaben? Ce sont les conditions qu'on peut exercer ces tâches étatiques, ces tâches publiques. Et la question maintenant, c'est quelles sont donc ces tâches publiques que nous exerçons. Das ist also die Frage, was machen Notare eigentlich? Donc bref, qu'est-ce qu'ils font les notaires? Im Grunde kann man das mit Erfahrung nur beantworten, wenn man genug davon hat. Aber ich will Ihnen erklären, wie die Grundzüge unserer Aufgaben strukturiert sind. En principe, on peut le comprendre qu'une fois qu'on a plus d'expérience dans cette matière, mais quand même, je vais vous expliquer les lignes de base de ce notariat. Unsere Grundaufgabe besteht darin, Verträge zu machen, Verträge zu beurkunden. Authentifier ist der französische Ausdruck. Donc notre tâche principale, c'est d'authentifier des contrats. Was heißt authentifier? Das heißt, wir haben bei der Vertragsgestaltung bestimmte Grundprinzipien zu beachten. Donc authentifier, ça veut dire qu'en rédigeant un contrat, nous sommes obligés de respecter certaines conditions très sévères. Diese Grundvoraussetzungen sind einmal, dass natürlich der Vertrag mit den Gesetzen in Übereinstimmung sein muss. Première condition, c'est bien évidemment que le contrat est conforme à la législation en vigueur. Zweitens, muss dem Willen der Beteiligten, der Vertragsbeteiligten entsprechen. Deuxièmement, il faut qu'il soit d'accord avec la volonté de tous les parties, donc toutes les personnes qui font partie au contrat. Und es ist unsere Aufgabe in diesem Zusammenhang zunächst mal den Willen von den Beteiligten zu erfahren, also den aus denen herauszubekommen. Die müssen uns die Wahrheit sagen, was sie machen wollen. Donc, premièrement, la première tâche, et je peux vous dire de ma part, elle n'est pas facile, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment les clients. Und zweitens müssen wir schauen, dass die Vorstellungen der Beteiligten mit den Gesetzen in Übereinstimmung sind, denn nur das können wir in den Vertrag hineinschreiben. Deuxièmement, il faut voir que les exigences et les idées des parties devrions conformes, sont conformes, ça dépend, avec la législation en vigueur. Nun gibt es ja Verträge unterschiedlicher Wichtigkeit für die Menschen. Es gibt unwichtige Verträge, wie wenn Sie am Kiosk morgens eine Zeitung kaufen. Bon, il y a des contrats qui sont plus ou moins importants. Un contrat moins important, c'est d'aller acheter un journal le matin au kiosque. Voilà. Dann gibt es schon wichtigere Verträge, wenn Sie ein Auto kaufen, das kostet mehr. Il y a des contrats un peu plus importants, c'est quand vous allez acheter une voiture, par exemple. Aber dann gibt es ganz wichtige Verträge, das ist, wenn Sie eine Immobilie kaufen. Les contrats les plus importants, c'est quand vous achetez normalement, par exemple, un bien immobilier. In sehr vielen Ländern des lateinischen Notariats, es sind fast alle, sind Kaufverträge über Immobilien sind notariell zu beurkunden. Sie sind authentifiziert. Donc, dans la plupart des pays, les contrats sur les biens immobiliers nécessitent donc la forme notariale authentique. Das gilt auch für Belastungen von Immobilien, also Hypotheken zum Beispiel, oder auch Nutzungsrechte, Wegerechte, Mietbrauch. Cela s'applique aussi par exemple pour les servitudes, l'usufruit ou les hypothèques. Dann gestalten wir Verträge im familienrechtlichen Bereich, Eheverträge vor der Eheschließung. Nous sommes actifs aussi dans le domaine du droit familial, par exemple en dressant les contrats de mariage. Oder Scheidungsvereinbarungen. Ou les conventions de divorce. Und dann haben die Notare meistens weitgehende Kompetenzen im Erbrecht, das heißt, sie beurkunden Testamente und sie werden tätig, nachdem jemand gestorben ist, indem sie Nachlasszeugnisse erteilen, die Erben feststellen und auch gegebenenfalls den Nachlass verwalten. Dans la plupart des pays de l'Union, les notaires ont aussi des grandes compétences en matière de succession,
ça commence avec dresser des testaments notariés, mais aussi après le décès d'un défunt, de régler la succession, d'établir les certificats successoraux qui prouvent la qualité d'héritier, etc. In einem großen Teil der Länder, die in der UNL zusammengeschlossen sind, gibt es außerdem ausschließliche Kompetenzen für Notare im Gesellschaftsrecht. Dans beaucoup de pays de l'Union, il y a aussi des compétences exclusives en matière des sociétés de commerce. Also das ist nicht in allen Ländern so, aber die gibt es in vielen Ländern. Dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays. Dort beurkunden die Notare die Gründung von Gesellschaften, Änderungen des Statuts und die Abtretung, die Übertragung von Anteilen an die Gesellschaft. Ce qui comprend par exemple la fondation prise, le changement des statuts, mais aussi la cession des parts, par exemple, d'une SARL. So, das ist das Spektrum unserer Berufstätigkeit. Das ist, werden Sie sagen, naja, das ist so eine normale juristische Berufstätigkeit. Aber ich kann Ihnen versichern, das ist eine hochinteressante Tätigkeit und es ist vor allen Dingen eine hochverantwortliche Tätigkeit. Vous allez dire, bon d'accord, c'est un travail comme un autre, mais je peux vous dire de mon propre expérience, c'est très très intéressant et il y a beaucoup de responsabilités qui va avec cette tâche, qui est la tâche de notaire. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil über uns ist niemand mehr. Wir machen den Vertrag, wir sind für den Inhalt verantwortlich und es gibt nicht eine nächste Instanz, die den Vertrag nochmal durchsieht. Was wir in den Vertrag hineinschreiben, gilt. Das ist das Gesetz für diesen Fall. Donc, ce qui nous fait la différence avec d'autres professions juridiques, c'est qu'il y a au-dessus de nous, il n'y a personne. Il n'y a pas une instance supérieure, cassation à la fin. Ce que nous écrivons dans le contrat, ça compte. J'ajoute de ma part, on joue le rôle de législateur entre les parties. C'est nous qui faisons la loi entre les deux parties. Je l'ai ajouté de ma part, j'espère qu'il m'excuse. Das heißt, wenn die Notare einen Fehler machen, dann sind sie unmittelbar den Beteiligten für den Schaden, der aus diesem Fehler entsteht, haftbar. Sie müssen bezahlen. Si le notaire commet une faute en rédigeant ou exécutant un contrat, il est responsable professionnellement à l'égard du client. C'est lui qui endommage le client pour le dommage qu'il a causé. Das heißt, dass man eigentlich, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, ziemlich gut sein muss. Das heißt, man muss gute Examen gemacht haben, man muss fleißig studiert haben, damit man diesen Beruf überhaupt ausüben kann. Und, De notre opinion, pour exercer cette profession, il faut être vraiment bon. Il faut avoir des bons examens, il faut bien avoir étudié, il faut être parmi les meilleurs pour vraiment accomplir cette tâche d'une manière responsable. Jetzt werden Sie vielleicht die Frage stellen, wie wird man denn Notar? Maintenant, vous allez vous poser la question, comment devenir notaire? Das ist in jedem Land unterschiedlich geregelt, aber es gibt so ein paar Basiselemente in der Genealogie eines Notars, die man beachten. Donc, bien évidemment, c'est différent d'un pays à l'autre, mais il y a des principes de base qui s'appliquent en principe partout. Also, man muss ein fleißiger Student sein, man muss viel gelernt und gearbeitet haben, schon während des Studiums, denn der Notar muss auch viel arbeiten. Das ist eine Profession de travail. Donc il faut avoir travaillé beaucoup pendant ses études, et pourquoi? Parce qu'en tant que notaire, c'est aussi beaucoup de travail, donc il faut travailler beaucoup aussi pendant la profession. Dann muss man natürlich gute Examen gemacht haben und dann kann man sich irgendwie bewerben für diesen Beruf. Meistens bewirbt man sich bei der Notarkammer, das ist eine Assoziation der Notare innerhalb eines Landes. Donc bien évidemment, il faut avoir les examens avec un bon résultat. Et après, on pose une candidature, des fois auprès de la chambre de votre pays, mais ça diffère aussi d'un pays à l'autre.
Es gibt dann in den Ländern unterschiedliche Voraussetzungen, was dann erforderlich ist. In vielen Ländern ist es so, dass der Kandidat, der ist ein Kandidat, dass der eine zusätzliche Ausbildung im Notariat machen muss. Die ist sehr unterschiedlich determiniert, sind meistens so 2 bis 3 Jahre, manchmal auch länger. Donc en plus, il y a une formation supplémentaire dans la pratique, dans une étude notariale qui est condition pour être nommé en tant que notaire. Dans la plupart des pays, c'est 2 ans, 3 ans, des fois plus. Danach gibt es ein weiteres Examen, also der Notar, der muss nicht nur ein Universitätsexamen machen, sondern er muss noch ein weiteres Examen machen, das Notarexamen. Und dort muss er auch gut abschneiden, um eine freie Stelle bekommen zu können. Dans la plupart des pays, il y a un examen final où il faut avoir un bon résultat pour être nommé sur un poste libre. Und diese Post libre, die sind gezählt, also da gibt es ein Limit. Und nur wenn einer frei wird, kommt ein neuer Notar dorthin. Une des particularités de cette profession, c'est que les postes sont limités. Seulement quand un poste se libère, on peut nommer un notaire sur ce poste, ce qu'on appelle le numerus clausus des postes. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil wir ja ein Bestandteil der Justiz sind. Wir sind ein liberaler Bestandteil jeder staatlichen Justiz und in der Justiz werden auch nur so viele Richter eingestellt, wie man braucht. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que nous sommes, bien que libéral, nous sommes partie de la justice. Et bien évidemment, pour devenir juge, il faut avoir des places en tant que juge, il n'y a pas un nombre illimité de juges, et c'est pareil pour les notaires. Et les charges qu'il occupe actuellement au sein de la Commission internationale du notariat lui donnent tellement de matière qu'il en a à nous dire, mais nous sommes pressés par le temps parce qu'après cette conférence, ils vont s'apprêter pour prendre la route de l'aéroport et leur partir. Donc on va les laisser continuer. Le prochain intervenant et à la fin on pourra avoir un petit temps pour des questions. Ainsi, je passe la parole à Maître Mawa, dont j'ai dit qu'elle venait de la Côte d'Ivoire, présidente honoraire de la Chambre des notaires. Elle fait partie de la crème du notariat africain. Merci beaucoup, cher confrère. Bonjour aux confrères présents dans la salle, bonjour à tout le monde. Merci de nous recevoir ce matin ici. Et je crois que le président Bob a déjà exposé tout ce que je devrais dire. Non, c'est pas grave. Au contraire, il m'a facilité la tâche. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu, de mon point de vue, pourquoi le notaire libéral. Déjà, la définition du notaire donnée dans la plupart des notariats qui sont affiliés à l'Union internationale du notariat et qu'on appelle le notariat latin, c'est que le notaire est un officier public et ministériel qui est établi pour recevoir les actes et les contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique pour en conserver le dépôt, en délivrer des expéditions, des grosses ou des extraits. Tout est dit dans ce article qui définit le notaire. Officier public, ministériel. Ça veut dire que le notaire est délégataire de la puissance publique. Lorsque le notaire reçoit un acte ou un contrat, il signe au nom de l'État qu'il a nommé. Officier ministériel, parce que le notaire, une fois qu'il a prêté serment, il a un office qu'on appelle office notarial. Et pourquoi on dit que le notaire est établi pour recevoir des actes auxquels les parties doivent conférer le caractère d'authenticité? Parce que là, il y a deux options. Il y a les actes pour lesquels la loi oblige le notaire à recevoir l'acte ou le contrat, parce que c'est des actes qui vont être publiés au registre public. Et ce, pour assurer la pérennisation des registres et pour renseigner constamment les registres, pour avoir une traçabilité, n'est-ce pas, des transactions. Ce qui est une sécurité juridique pour les investissements. Maintenant, il y a des cas où, sans que la loi oblige les parties à aller voir le notaire, les parties elles-mêmes se disent, mais il vaut mieux aller voir le notaire pour recevoir ces actes-là, plutôt que de le faire entre nous
partie prenante au contrat. C'est parce que le notaire est un tiers de confiance. Mon prédécesseur a expliqué tout à l'heure comment est-ce que le notaire reçoit un contrat. Il est tenu de procéder à des vérifications préalables. Mais alors là, dans les mini-détails, sans être un gendarme, il est tenu de rentrer dans la vie privée des personnes qui viennent au contrat pour connaître leur situation sociale, leur situation matrimoniale, leur situation financière, pour pouvoir délivrer, n'est-ce pas, le conseil et faire un acte qui convient à leur situation. Et lorsqu'il a fini de recevoir les contrats, il est tenu de faire après des formalités pour les sécuriser. Donc le notaire qui a un tiers de confiance ne produit que des actes authentiques qui ont la valeur d'un jugement en dernier ressort. On dit que l'acte notarié est revêtu de la force probante. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas annuler un acte notarié vraiment au hasard sans avoir la preuve que l'acte contient du faux. Et une procédure de faux, c'est une procédure qui est très complexe. De ma vie de notaire, je n'ai pas souvenance, en tant que président de la Chambre des notaires, à avoir participé à l'annulation d'un acte notarié par devant le tribunal. Donc la procédure de faux est exceptionnelle. Ça veut dire que l'acte notarié est censé contenir que du vrai, sauf si la partie qui conteste cet acte-là apporte la preuve du faux. Ensuite, l'acte notarié est exécutoire. Lorsque vous êtes deux personnes, vous prévalez d'une situation donnée, si votre adversaire a un acte notarié et que vous n'avez qu'un acte sous cette privé, l'acte notarié prévaut sur votre acte. En matière de recouvrement de créances, par exemple, lorsque vous avez la grosse d'une comment on appelle ça, d'une créance, mais vous n'avez pas besoin d'aller saisir le tribunal pour obtenir l'exécution, n'est-ce pas, de votre créance. Donc pour toutes ces raisons, le notaire est vraiment digne de confiance, c'est un tiers de confiance. Et pour devenir notaire, le président vous a expliqué tout à l'heure, en réalité, le parcours est un peu long, mais c'est normal. Donc, comme toutes les autres professions d'ailleurs. Bac plus 4 ou 5 par ailleurs, et puis de présenter certaines qualités, n'avoir jamais été condamné, être âgé de 25 ans révolu, et puis avoir eu quand même le diplôme de la maîtrise ou le master, et avoir fait le stage. Parce que même si vous avez tous ces diplômes, si vous n'exercez pas aux côtés d'un notaire professionnel, vous ne pouvez pas avoir vraiment la maîtrise. Et donc quand vous avez fait tout ça, il y a l'examen professionnel après qu'on doit faire pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, la qualité de notaire que nous avons d'ailleurs après prestation de serment. Lorsque une charge est ouverte auprès d'une juridiction et que le notaire est nommé auprès de cette juridiction, il va prêter serment devant cette juridiction en jurant d'exercer sa profession avec probité, avec honnêteté, et voilà. Donc il faut être honnête, il faut ne pas avoir été condamné, il faut être quelqu'un qui sécurise les fonds des personnes qui viennent vous voir. Alors le thème central aujourd'hui, c'était la libéralisation de la profession des notaires au Congo, en RDC. Quelle opportunité. Je dois dire qu'un notaire libéral, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que c'est un fonctionnaire, un officier public et ministériel, mais il exercera sa profession comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire, loin d'être le fonctionnaire qui dépend d'une hiérarchie, lui, il va organiser son étude. Il aura un secrétariat, il aura une comptabilité, il aura des collaborateurs qui vont recevoir les actes qu'on appelle des clercs, et il aura des registres qu'il est obtenu de maintenir, notamment le répertoire des actes. Parce que tous les actes qui sont faits par le notaire sont mis à leur date au répertoire. Et c'est pour ça qu'on dit que le notaire aussi est conservateur. Dans la définition, j'ai dit pour en conserver le dépôt. Lorsque vous faites un acte chez le notaire, la minute reste dans l'étude de notaire. Et il est tenu de conserver pendant au moins 70 ans. Par ailleurs, c'est 75 ans et plus. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, c'est 70 ans. Après ces 70 ans, les ministres sont reversés aux archives publiques. Donc, lorsque le notaire privé s'installe, il participe, n'est-ce pas, au développement de l'économie.
Parce qu'il va recevoir les actes. Sa comptabilité va faire ressortir ses émoluments qui représentent son salaire et puis tous les droits annexes à la production des actes qui vont être reversés au trésor public, y compris les impôts annexes qui n'ont pas été payés par les parties qui viennent faire les contrats. Donc le notaire, en quelque sorte, est un recouvreur gratuit d'impôts pour le compte de l'État. Mais il participe à la formation du PNB, du PIB, parce que son chiffre d'affaires est déversé aussi dans l'économie nationale. Donc moi je ne vais pas être long. Je pense que l'essentiel a déjà été dit. Je vais laisser mon frère Michel terminer. Mais pour dire que nous sommes là pour répondre à toutes les questions qui vous intéresseront. En tout cas, le notariat est une profession noble. C'est une profession qui mérite beaucoup de respect parce que ceux-mêmes qui exercent cette profession sont des personnes intègres. Et une parenthèse, pour vous dire que dans cette profession, en tout cas, j'ai fait une étude sur l'Afrique de l'Ouest. Il y a plus de femmes dans la profession que d'hommes. Dans mon pays, nous sommes 80% de femmes contre 20% d'hommes. Alors, c'est une adresse à mes filles, à mes soeurs qui sont dans la salle. Merci à vous. Merci beaucoup, Maître Mawar Koné, pour votre exhortation. Maître Dogolis, c'est une femme. Il n'y a pas longtemps au Sénégal, la présidente, Maître Aïssatou Sow, c'était une femme aussi. Ici, en face au Congo-Brazzaville, la présidente de la Chambre des notaires, c'était Maître Nanette Not, c'était une femme aussi. Elles sont nombreuses comme ça. Je pense qu'au Niger aussi, où se trouve la faculté de droit à laquelle est rattachée l'école, l'université, plutôt la maîtrise en droit notarial, est dirigée par Maître Aïssatou Djibo aussi, qui est une femme. Donc les femmes en Afrique sont comptées parmi les notaires, si pas les meilleurs notaires. Et donc vous êtes invités, différentes distinguées femmes dans la salle, à venir dans cette profession parce qu'elle est libéralisée. On va terminer, on passe la parole à Maître Van Segelen, qui va aussi nous dire quelques mots en rapport avec son expérience. Mais je vais d'abord poser une question aux étudiants et étudiantes qui sont dans la salle. Et si elles et ils veulent bien lever la main aux questions que j'ai posées. Qui d'entre vous souhaite devenir magistrat? Est-ce que celles ou ceux qui veulent être magistrats peuvent lever la main? Ça ne vous engage en rien. Faites-les de manière ostentatoire, on ne sait pas voir. On ne prend pas de photo. De votre mission. Très bien. Qui d'entre vous veut devenir avocat? Qui d'entre vous veut devenir notaire? Alors, j'espère que cette matinée va vous faire changer d'avis, parce que vous n'êtes pas, à mon sens, assez nombreux ou nombreuses à avoir levé la main à ma dernière question. Alors, on vous a dit qu'est-ce que c'était un notaire, mais on vous a parlé, on vous a dit plein de mots que peut-être vous ne connaissez pas encore. Mon ami et voisine Mawaka Koné vous a parlé d'expédition, grosse, minute, authenticité. Alors si vous n'avez pas encore su ou si vous n'avez pas encore appris ce que c'était ces mots-là, je vous renvoie à un texte que vous avez tous ou que vous trouverez sur votre ordinateur, puisque c'est une loi congolaise, la loi numéro 16012 du 15 juillet 2016. Cette loi-là, c'est celle qui porte création du nouveau notariat congolais, qui est en train d'être mis en place. Et dans cette loi, vous avez en article 1er et en article 2, pardon, toutes les définitions des mots qu'on vient de vous donner. C'est quelque chose qui est important à mettre mémoire, qui n'est pas mauvais. Ensuite, on vous a dit ce que fait le notaire, c'est important. Le notaire, c'est un législateur, j'allais dire. Et aujourd'hui, la délégation qui est conduite par Richard Bock est conduite au sein de l'Union notariale ou internationale du notariat, latin ou pas latin. Et cette organisation internationale a un logo que vous voyez en bas à droite sur l'affiche. Alors vous ne voyez pas ce qui est écrit sur ce logo, mais il y a une devise de l'Union internationale du notariat que je vais vous lire, qui est Lex est
colcuque notabus. Alors, je ne sais pas si vous avez fait du latin. Aujourd'hui, peu de personnes étudient le latin. Ça veut dire, en français, ce que dit le notaire, c'est ce que dit la loi. Et ça, c'est vraiment vrai. Ce que signent les documents qui sont signés par un notaire ont force probante, ont force de loi. Les actes notariés ont la même valeur qu'un jugement en dernier ressort, donc aussi important qu'un jugement d'une cour de cassation. Donc c'est pas la signature du notaire, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un document qu'on signe effectivement même quand on va acheter une voiture, comme disait Maître Bock, une voiture est un contrat. Le document que vous signez, le contrat d'achat de votre véhicule automobile, c'est un document qui est signé, mais c'est un document sous un privé qui n'a pas une valeur probante, une valeur aussi forte que celle d'un acte signé par un notaire. Ça, c'est la première chose que je voulais vous préciser. Alors, en pratique, que fait le notaire? Le notaire, le matin, il se lève, il prend un petit déjeuner, s'il a le temps, il va à son étude. Il va à son étude, je dis bien son étude, c'est pas un bureau administratif qui dépend de l'État. C'est les locaux que lui-même aura choisis pour son entreprise. Il va accueillir les collaborateurs qu'il aura lui-même engagés. Il sera patron de ses employeurs. Et il va attendre les clients. Et qui sont les clients? Ce sont des personnes comme vous et moi qui ont décidé d'acheter une maison, un appartement, qui ont décidé de se marier, qui ont décidé de divorcer éventuellement, qui ont décidé de faire des donations. Et en réalité, le notaire, il intervient dans toutes les étapes de la vie. Et même avant la vie, avant la naissance, le notaire peut intervenir. En France, par exemple, le notaire peut intervenir pour faire des actes de consentement à procréation médicalement assistée. Ça paraît un peu étrange, mais quand vous avez un couple ne peut pas avoir d'enfant, il peut avoir recours à une procréation médicalement assistée. Le notaire, il n'intervient pas pour faire l'enfant, il intervient pour consentir, pour établir un acte par lequel le couple, le conjoint, le mari, consent à ce que son épouse ait affaire à une procréation médicalement assistée. Alors, c'est pas tous les jours qu'on fait ça, hein. Mais c'est pour dire que le notaire intervient même avant la vie. Une fois que l'enfant est né, le notaire peut intervenir également pour des actes d'adoption. On a besoin d'un acte d'adoption, d'un notaire pour faire un acte d'adoption. C'est un acte important pour constater que les parents adoptants consentent à cette adoption. Ensuite, une fois que l'enfant grandit, il devient majeur, il peut éventuellement être émancipé, le notaire intervient également. Une fois qu'il est majeur, il trouve un conjoint, le notaire intervient pour établir un contrat de mariage. Qu'est-ce que fait le couple une fois qu'il est marié, installé? Il veut acheter un appartement. Le notaire va intervenir pour établir l'acte d'achat de cet appartement, l'acte de vente. Le couple a des enfants, ils veulent transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants. Le notaire va faire un acte de donation. Une fois qu'au bout de X années, le couple va moins bien, pas vraiment moins bien, mais pas bien du tout, le couple veut se séparer, le notaire il va intervenir pour établir la convention de divorce. Voire en France, dans certains cas, on n'a même plus besoin d'aller au tribunal pour divorcer, c'est le notaire qui prononce le divorce. Et hélas, et ça on est tous pareils, on y arrivera tous, il y a un moment où on vient décéder. Alors c'est pas le notaire qui va tuer son client, mais le notaire va éventuellement régler sa succession. C'est-à-dire que c'est le notaire qui va établir, en France en tout cas, et dans la plus grande partie des pays de droit notarial type latin, le notaire va établir l'attestation d'hérédité. Il va déterminer qui sont les héritiers de la personne décédée et à qui on va attribuer les biens. Dans cette phase-là, il n'y a pas d'intervention judiciaire. Donc on évite le passage devant un tribunal. Et dans toutes les étapes que je viens de vous indiquer, on n'a pas une seule fois parlé du juge, pas une seule fois parlé de l'avocat. Non pas qu'il y ait une concurrence entre les notaires et les avocats ou les notaires et les juges, mais
les juges sont des fonctionnaires d'État payés par vos impôts. Enfin, vous payerez bientôt vos impôts et vous payerez donc les magistrats. Il est important de limiter financièrement et économiquement le travail des tribunaux. Si vous avez des notaires, comme je viens de vous le dire, interviennent dans un grand nombre de domaines de la vie de l'humain. Pour éviter le passage des tribunaux, on passe chez le notaire. Et on a notre ancien président de l'Union internationale de notariat, qui est un notaire français, qui s'appelle Jean-Paul Decor. Il avait tendance à dire, là où on ouvre un office de notaire, on ferme un tribunal. Et c'est pas totalement faux. On a besoin de tribunaux, mais on n'a pas besoin de tribunaux pour faire des actes qui peuvent être faits par des personnes libérales sous le contrôle de l'État. Le notaire, il est sous le contrôle de l'État, il est sous le contrôle du juge. En France, mon patron, j'ai même un patron, ou du moins une personne à qui je dois rendre compte, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui nomme les notaires. Donc, c'est le ministre de la Justice qui contrôle et sanctionne éventuellement les fautes qu'on ferait. Et je vois bien en passe. À propos de fautes, nul n'est infaillible. Vous ne serez jamais parfait. Si vous êtes notaire, vous ne serez pas parfait. Si vous êtes avocat, vous serez encore moins parfait. Si vous êtes magistrat, je dirais rien. Mais si vous êtes notaire, vous ne serez pas parfait. Vous pouvez commettre des erreurs. C'est humain, l'erreur. L'erreur est pardonnable, la faute ne l'est pas. L'erreur est pardonnable, l'erreur d'un notaire est pardonnable, elle est assurable. Il faut, en toute hypothèse, qu'une erreur ou une faute d'un notaire ne crée pas de dommages financiers au client. Et c'est pour ça que vous avez deux stades d'assurance ou de garantie qui est mise en place par le notariat. La première, c'est l'assurance responsabilité civile qui est obligatoire dans tous les pays de droit latin, de droit continental, de notariat. C'est-à-dire que tous les notaires ont l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile qui dédommagera les erreurs faites par le notaire. Et s'il y a une faute intentionnelle du notaire, je ne pense pas qu'il y ait des personnes ici qui veulent devenir notaire pour faire des fautes, des fautes professionnelles. Mais il peut arriver que c'est également humain. Certains notaires voient les choses, la vie trop bien. Et, j'allais dire, partent avec la caisse. Qu'est-ce qui se passe si un notaire commet une faute intentionnelle? Il détourne des fonds. Ce sont tous les autres notaires, tous les confrères qui sont responsables du travail, de la faute du confrère qui a commis cette erreur. Autant vous dire que si moi, je dois payer de ma propre poche la faute qui est faite par un voisin, je vais même vérifier ce que fait mon voisin. Et c'est pour ça qu'il est mis en place dans beaucoup de pays de droit continental, une caisse de garantie qui permet non seulement évidemment d'indemniser le client au final, et également de mettre en place des contrôles des études de notaire. On va contrôler, toutes les études sont systématiquement contrôlées par soit des confrères, mais d'autres régions, soit par un magistrat, soit par un juge, par un expert comptable, et on va vérifier annuellement, sans qu'on soit prévenu à l'avance. Je mets tous les ans, tous les notaires en France vont tous les ans, j'ai un matin, on sonne à ma porte, bonjour, vous arrêtez tout. Et tous mes salariés, tous mes collaborateurs, et moi-même, on pose notre stylo, on ne touche plus l'ordinateur et on n'a plus rien à faire. Et c'est ce qu'on appelle une inspection inopinée. Et là, vous avez une brigade de 3, 4, 5 personnes qui viennent, qui contrôlent tout ce qui s'est fait dans l'année précédente. Bon, la tâche la plus difficile, c'est de tourner la page maintenant. Il y en avait une, maintenant il n'y en a plus. J'espère que quand j'en ai parlé, qu'il y en a peut-être un peu plus qui se sont décidés. Alors, au niveau organisationnel, tout le monde a dit, je ne vais pas répéter, je vais plutôt vous parler de mon expérience personnelle, ce qui me touche à cœur.
pourquoi est-ce que je suis devenu notaire? Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit les autres, parce que c'est tout vrai, mais c'est une question personnelle, hein. C'est une question, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Et quand j'ai enseigné les classes préparatoires pour l'examen d'État, j'étais déjà notaire, ils m'ont posé, mais pourquoi tu fais ce boulot? Parce que le notaire donne l'image de la population, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans un bureau, hein, il a la poussière, il y a plein de dossiers, et il rédige un acte, quand il fait la lecture, quand il fait ça tous les jours, il fait non. Après il signe, tout le monde signe, personne n'a compris quelque chose, il touche de l'argent qui va chez l'État ou dans sa poche dans le notaire libéral. Alors on m'a posé la question, mais c'est ennuyant, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose de plus intéressant? Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres choix? Et on a déjà évoqué ça, il y a juge, avocat, en Allemagne aussi dans les juristes, dans les autres administrations. Et moi je fais ce choix par négatif. Alors je me suis posé la question, en tant que juge, comment tu te sens? Alors je me suis imaginé juge dans une salle d'audience, et toute la journée, il y a une personne qui se dispute. Alors je dis, bon, alors j'ai une femme, j'ai des enfants, entre couples, des fois on se dispute. Ma femme m'a dit, tu ne me mentionnes pas devant la salle. Bon, je n'ai pas tenu ma promesse, je vais avoir les tapes sur la tête à la maison quand je raconte ça. Pour ma fille, c'est pareil, elle se dispute avec nous, elle m'a dit qu'il ne va pas encore me prendre comme exemple. Je n'en voulais pas au bureau. Alors je dis, bon, le juge, les gens qui se disputent, j'en veux pas. Par contre, en tant que juge, j'ai un certain pouvoir. Hein. C'est le juge, c'est l'État, c'est lui qui rend la décision, c'est lui qui dit maintenant c'est comme ça. Ça, c'est un pouvoir qui m'a attiré quand même, il faut le dire. Mais cette dispute de tous les jours, des arguments débiles entre l'une partie et l'autre partie, après il faut trancher dessus, ça m'a pas plu. Alors je dis, bon, alors qu'est-ce que tu peux faire autre? Est-ce que tu peux faire avocat? Alors avocat, je me suis imaginé avocat, là peut-être je vous raconte un petit exemple de ma formation. En Allemagne, on passe des stages, parce qu'on est juriste général, donc il y a des spécialisations très tard, et au début on fait, après déjà certains examens, on fait des stages chez l'avocat, au tribunal, à l'administration, pour voir comment ça marche. Alors, premier jour que j'étais à côté de mon juge, j'ai décidé de ne pas devenir avocat non plus. Pourquoi? Première procédure, il y a une procédure où un monsieur demandait de son ex-femme ses petits trains de modèle, je ne sais pas si ça existe en République du Congo, mais en Allemagne, il y a des petits trains de miniature, les gens jouent avec. Alors, le monsieur avait ça, et il n'avait pas fait attention dans son contrat de divorce, ça a été attribué à la femme. Et 3 jours plus tard, il frappe à la porte, il dit que moi je veux mes petits trains là pour continuer à jouer. Alors tout le monde dans la salle se posait la question, qu'est-ce que le juge va dire? Alors, le juge disait à l'avocat, ils se tutoyaient tous, hein, c'est un tout petit tribunal, il dit, mais tu sais très bien que tu n'as aucune chance de gagner. Et l'avocat disait au juge, oui, je sais bien, mais il voulait l'entendre de votre bouche. Alors je me suis dit, bon, si en tant qu'avocat, tu es obligé de faire n'importe quoi pour ton client parce que le client le veut, alors ça je peux pas agir contre une probabilité 0. Je voulais, bon, on peut toujours discuter, hein, vous faites la loi, vous savez l'interprétation de la loi, il y a toujours les différents arguments, vous apprenez ça dans vos cours. Donc là ça fait l'esprit d'un juriste, là, de se battre au niveau juridique, ça fait plaisir. Mais très souvent, il faut faire quelque chose où on n'est même pas convaincu. Alors je dis, bon, ça c'est peut-être pas non plus la chose que j'aimerais faire. Alors j'ai rencontré un juriste qui était notaire pendant la formation et ça m'a beaucoup plu. Et je veux dire pourquoi ça me plaît toujours. Alors quand je vais au bureau, il y a 2 choses qui me plaisent tous les jours. En tant que notaire libéral, j'ai le pouvoir personnel, de mon personnel, de mes employés. Je peux choisir mes employés. En tant que juge, vous avez une secrétaire peut-être qui tape vos jugements, mais si elle est nulle, bon, ça n'arrive pas en RDC, tous les fonctionnaires sont parfaits, mais des fois ils ont mauvais jours. Hein. C'est comme dans toutes les personnels. Donc vous ne pouvez pas la remplacer. Elle est installée par l'État. Si ma secrétaire est nulle, je la vire dans les conditions de la loi de travail, bien sûr, et je choisis une autre. Si j'embauche quelqu'un
je le regarde, est-ce qu'il a le même esprit que moi, etc. Donc, alors ce pouvoir de choisir mon personnel, pour moi c'était très important, et c'est ça aussi de notariat libéral. Et deuxièmement, c'est le budget. J'ai un copain qui travaillait à l'administration en Allemagne, et qui voulait, vous connaissez les petits post-it, hein, les petits post-it, vous connaissez. Donc ils avaient un gros dossier, là, plusieurs classeurs, et ils voulaient, en tant que stagiaire, avoir des post-it. Alors on lui a dit, tu fais une demande écrite. Donc il a fait sa demande de 6 pages, et 2 mois plus tard, il reçoit la réponse, non, il n'y a que le chef de l'équipe qui va avoir des post-it. Alors je lui dis, non, quand je veux des post-it, je vais dans le magasin, dans Internet, je les achète avec mon propre argent, et il n'y a personne qui me l'interdit. Quand l'ordinateur ne marche plus, je m'achète un nouveau, avec les moyens que j'ai gagnés moi-même. Et c'est moi qui décide de ça. Ça me plaît encore tous les jours au niveau professionnel. Alors, au niveau personnel de la satisfaction, et mon collègue Michel l'a déjà dit, c'est qu'on devient une personne de confiance. Il a raconté la famille qu'on accompagne d'avant la naissance d'un enfant jusqu'au décès. C'est des gens où on connaît tout. On connaît tous les détails de leur famille. Et ils font confiance parce que le notaire, c'est une personne de confidentialité. Il sait très bien que vous ne papotez pas dans le village et racontez qu'il y a 3 enfants, etc. Ça reste dans la salle de votre bureau. Il n'y a peut-être même pas les employés qui le savent. Ils vous font confiance. C'est pour ça qu'ils viennent, pour que vous les accompagniez pendant toute leur vie personnelle jusqu'aux morts des clients ou de votre propre mort. Première chose. Deuxième chose, c'est il y a des clients qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils viennent chez vous, ils sont un peu... voilà. Oui, ils ne savent pas, ils sont en insécurité. J'ai eu une dame qui est venue me voir pour faire son 6e testament. Elle n'avait pas d'enfant, mais beaucoup de neveux. Donc là, elle pouvait choisir librement, elle voulait faire quelque chose. Et un jour, je lui dis, madame, mais là, aujourd'hui, on se voit pour la dernière fois. C'est pas parce que je vous aime pas, mais parce qu'il faut se décider un jour. Et elle a dit oui, vous avez peut-être raison. Je dis non, c'est pas peut-être que j'ai raison, j'ai raison. Il faut choisir un jour. Donc, elle est rentrée à la maison après notre discussion, elle est revenue le lendemain, elle a signé son dernier testament, elle a dit qu'enfin, en sortant de la salle, enfin, et pour vous le dire franchement, je peux dormir tranquillement. C'est ça aussi, rendre les gens heureuses, de dire, c'est pas maintenant qu'il faut le faire, mais il faut réfléchir, il faut prendre une décision. Et prenez ça, c'est pas facile, mais après vous allez mieux. Et il y a encore une dernière chose, c'est, ou peut-être 2 choses, c'est de traduire. Moi j'ai traduit pour mon président Richard Fock, bon, parce que j'ai 2 nationalités, mais le juriste. Vous avez tous une famille à la maison, et les étudiants quand ils rentrent, ils parlent des mots, comme Michi l'a dit tout à l'heure, de grosses expéditions, etc. Et votre mère, votre père, s'ils ne sont pas forcément juristes, est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire? Non. Vous parlez chinois, c'est une langue étrangère. Et c'est ça aussi le job de notaire, c'est de traduire. C'est d'être le proche du citoyen et de lui traduire qu'est-ce qu'il dit la loi. Pas en tant qu'avocat, on dit que je plaide pour toi et je reçois un résultat. De lui expliquer pour qu'il comprenne ce qu'il signe. Qui va nous faire un petit mot sur l'évolution du notariat de la RDC depuis la libéralisation et les travaux en cours. Merci l'Assemblée, je vous salue. Mon intervention, avant de commencer sur l'évolution, la dynamique de l'évolution du notariat congolais, va commencer par ajouter quelques mots par rapport à l'intervention de mes prédécesseurs. Le notaire en soi, c'est un juge préventif. Parce que lui commence à travailler dans la prévention, tandis que l'avocat et le juge sont des juges qui pratiquent le droit dans la juridiction curative et répressive. Donc, ce sont 2 gens qui sont situés dans des camps opposés, mais ils sont tous 2 praticiens de droit. Et quant à la rigidité de la loi,
il dit que les fautes des notaires, les erreurs et les omissions sont condamnables. Effectivement, si c'est intentionnel, parce que notre loi à nous, on donne la possibilité, je crois que c'est l'article 44, et les omissions et les fautes, non, les omissions et les erreurs, pour la loi congolaise, cela peut être revu par le renvoi à la marge ou à la bas de page. Donc au bas de page, vous pouvez corriger votre document. Mais l'essentiel est que toutes les copies que vous avez envoyées, la grosse et de l'expédition, pour que cela revienne et puis vous corrigez. Donc vous serez obligé, quand les parties viennent vous trouver pour des petites erreurs, de faire venir aussi, si c'est un contrat, l'autre partie encore. Bon, les notariats congolais en soi, c'est un notariat qui est né par l'entrée du colon belge, les colonisateurs. Mais auparavant, nous, Congolais, que les Belges ont appelé à l'époque les indigènes congolais, avions un notariat en nous qui était basé sur le surnaturel. Parce qu'à l'époque, les Congolais vivaient dans un cercle familial beaucoup plus restreint qu'on appelait les clans. Et au-dessus du clan, il y avait un chef coutumier. Donc tout ce qu'on faisait, c'était pour l'intérêt du clan, et on ne produisait pas pour vendre et augmenter les richesses. Donc tout était en vase clos. Ce n'est qu'à la venue de l'homme blanc, de colonisateurs belges, ils ont pu constater que pour arriver à bien tirer bénéfice de ce pays, il faut commencer à faire déplacer ces gens de leur milieu d'origine et produire de plus. Ce qui a fait qu'ils ont apporté la culture de l'EVA, de Palmeraie, ils ont implanté cela un peu partout. Il y avait l'essor des mines au niveau de Katanga et de l'Est là-bas, ce qui a amené une politique d'aménagement des cités. Donc il y a des cités qui se sont construites autour de ces centres de production où il y a eu une promiscuité des tribus et des clans. Alors l'homme blanc était appelé à régir, à prendre de loi qui pouvait régir toutes ces communautés. Parce qu'il y avait déjà l'hybridation de par la coexistence de tout ce peuple. Ce qui a amené en 1723 le gouverneur général à prendre une ordonnance qui, à l'époque, était appelée la coutume évoluée de Léopoldville. Donc la coutume évoluée. Mais pendant ce temps, il existait un notariat purement blanc, dont les notaires étaient blancs. Auparavant, c'était des notaires qui venaient de la métropole. Mais ils traitaient les dossiers uniquement pour les expatriés. Mais tandis que nous, les indigènes, à l'époque, ils ont pu préparer une sorte de notariat sur mesure. Donc, à l'époque où ils ont construit ces cités, ils ont créé cette coutume évoluée de Léopoldville, permettant aux Congolais qui sont décédés hors chefferie d'avoir des documents sur la succession des biens immobiliers qu'ils pouvaient disposer dans la cité. Et ils pouvaient, avant de conclure le mariage, par des certificats de mariage coutumiers de l'époque. Et puis, ils ont créé un bureau qu'on appelait à l'époque le bureau des conventions et des reconversions des titres. Donc, les tout étaient centralisés dans une administration centrale. Dans le même bureau, dans la même reconfiguration, il y avait ce qu'on appelait à l'époque le service du cadastre indigène. Voilà où est parti d'abord le pouvoir du notariat congolais de l'époque, qui était devenu un droit écrit. Alors qu'à l'époque de nos ancêtres, c'était de la supervision. Quand dès qu'on s'oppose pour un problème de propriété des terres ou de cours d'eau, on recourait à des sorts
Et la famille pour laquelle le sortilège tient debout, on dit que c'est cette famille-là qui est propriétaire de cette terre, parce que l'esprit de toutes ces terres ou des rivières était rattaché aux familles qui étaient propriétaires. Voilà comment la brève était faite à l'époque de nos ancêtres. Mais avec les lois écrites, on a évolué, et tout juste après cette période coloniale, il y a écrit que, non, il a installé l'université en 1954 en RD Congo. Partant de cela, le colonisateur a su qu'il y aurait des juristes de Congolais. Donc, alors, il va prendre la décision d'inclure le notariat, non comme une profession libérale pour les Congolais, mais il va l'injecter dans l'administration. Partant de cela, nous avons commencé à exercer des notariats fonctionnels. Et vers l'année 1957, le colonisateur ayant constaté qu'au niveau de l'intérieur du pays, il n'y avait presque pas de notaires, alors il a jugé bon, comme les conservateurs étaient fonctionnaires et qu'il avait un niveau d'études élevé, on va attribuer la fonction notariale aux conservateurs. Il continue à l'étude, mais il n'a fait que recopier tous les textes existants. Nous avons continué et démarré dans le même système jusqu'à l'adhésion de notre pays à Rwanda. Et partant des traités au Rwanda, il y avait demandé que la profession soit légalisée. On a essayé disons, le Parlement a pris une loi, nous appelons aujourd'hui la loi 016 de 2016 sur la profession, la création, l'organisation de la profession de notaire. Voilà, nous sommes encore dans le champ de payer des mesures d'application dans la commission dont certains de nous font partie, mais en entendant, il faut qu'on arrive quand même à expliquer à nos compatriotes le bien fondé d'un notaire. Les notaires en soi est un officier public et ministériel parce qu'il preste un ministère, c'est d'authentifier les actes. L'authentification en soi, c'est l'acte par lequel le notaire accorde la force probante à un acte. Et si cet acte est présenté devant le juge, c'est cet acte-là qui fait foi. Jusqu'à la preuve du contraire ou la preuve de l'inscription en faux. C'est une procédure un peu difficile pour le réaliser, mais c'est que je peux vous dire que dans notre loi, notre législation pénale, on n'a pas encore repris l'infraction de l'inscription en faux, mais dans les textes de loi, cela est repris. Et le texte qui organise les notariats, cela est repris. Mais quant à la panoplie de règlements pénaux de la République, cette infraction n'est pas reprise. Les notaires en tant que juges préventifs, parce que ce sont des attributs du notaire, il est capable d'amener les gens à trouver un compromis, surtout dans le cadre des hypothèques, où chez nous les gens ont l'habitude de prêter de l'argent avec un intérêt exorbitant. Ils frisent l'usure. Mais les notaires, en tant que praticiens de droit, il est capable de déceler toutes ces erreurs ou toutes ces fautes qui se trouvent incorporées dans les contrats. C'est pour cela qu'on appelle le notaire, il est le maître du contrat. Parce que c'est par le notaire qu'il doit passer nécessairement tous les contrats. Vous voyez? Donc, je crois, actuellement, nous venons de quitter les notariats fonctionnels. Nous sommes à la croisée des chemins entre la libéralisation de la profession et le fonctionnariat que nous sommes encore en train d'exercer. Je crois qu'il y aurait un petit temps seulement pour que nous puissions basculer dans le cadre de la libéralisation. Je dis et je vous remercie.
été des maquettes qui n'appellent pas d'interprétation, de peur que par effet d'entraînement, moi-même comme notaire, je me mette aussi à faire un exposé dans les exposés. Alors, je vous épargne donc de faire un résumé et je vais devoir donner la parole à une ou deux personnes. On va prendre les 5 questions maximum, dont 2 parmi les invités, je vois ici, 2. Et puis parmi les étudiants aussi, je vous ai annoncé qu'ils vont devoir prendre leur rôle tout à l'heure. Parce que j'ai eu le privilège d'être accepté parmi les experts, les experts chargés donc, de la mise en place du notariat en RDC, et je suis très contente, très heureuse, parce que je tiens à préciser que le notariat, c'est le plus beau métier du monde. Donc voilà pourquoi j'interviens ici. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont pris la parole. Et si je me permets de prendre la parole pour le moment, c'est juste pour 2 choses. Pour ne pas que les étudiants confondent 2 exposés. Dans l'exposé de M. Séguelès et dans l'exposé de Maître Mamou, on a parlé d'erreur, mais il ne s'agissait pas de la même erreur. Lui, Maître Séguelès, lorsqu'il a parlé d'erreur, il a spécifié qu'il s'agissait que l'erreur était humaine. Donc le notaire pouvait facilement se tromper, commettre des erreurs, ou alors engager, s'il commet une faute, dans ce cas-là, il engage sa responsabilité. Donc il a parlé de la responsabilité civile qui est une obligation pour les notaires, donc de s'appliquer un problème pour recouvrir la responsabilité civile. Il a également parlé de cette caisse d'entraide qui permet, lorsqu'un notaire a commis une faute, de pouvoir couvrir, de dédommager les personnes qui auraient été victimes de cette auraient été victimes, donc je vais dire, de cette erreur, de cette faute même intentionnelle. Alors que dans l'exposé de Maître Georges Lamobile, il a parlé d'erreur, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'erreur personnelle du notaire en tant qu'une erreur parce qu'il a bien accompli son acte ou il a omis son devoir de conseil vis-à-vis de ses clients. Ici, il s'agit d'une erreur que l'on pourrait retrouver dans l'acte, dans l'écrit que l'on donne au client. Et c'est la raison pour laquelle si le notaire lui-même observe que dans l'acte, il y a une erreur... Cher, allez-vous éviter de faire un exposé dans un exposé? Non, je dis ça. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Non, je vais très vite. Simplement, dans ce cas-là, on peut faire une notation marginale pour corriger cette erreur-là. C'est ça que je voulais simplement dire, qu'il y avait 2 sortes d'erreurs. L'erreur personnelle du notaire et l'erreur dans l'acte qui est corrigeable justement par une notation marginale. C'est tout ce que je voulais dire et je vous remercie. Et excusez-moi d'avoir pris trop de temps. Merci de votre contribution. Juriste en droit notarial et enseignant du cours d'anglais juridique. Je suis très ravi de pouvoir m'adresser à un panel aussi haut en couleur. C'est un moment qu'on attendait patiemment. Seulement pour ne pas être prolixe, je voudrais directement adresser ma question à Madame Maoua Kone, parce que pour son information, si aujourd'hui je suis très intéressé par la profession de notaire, c'est parce que j'ai eu à la suivre sur YouTube. Et il y a 2 années, j'avais pris la décision d'emprunter la profession. Mais pendant qu'elle parlait sur YouTube, et on vient d'évoquer la même question, le président y a fait allusion lorsqu'il évoque les différents actes que pose le notaire, et en particulier le contrat de mariage. Je suis très à l'aise d'adresser ma question à Madame Kone, parce qu'elle est de l'Afrique de l'Ouest. Je voulais savoir, Madame, lorsqu'un notaire est appelé à établir un contrat de mariage dans lequel intervient un élément d'extranéité. Un élément d'extranéité par rapport à l'ordre juridique. Ça peut venir, pour être plus concret. Je suis un Congolais, je me suis marié au Congo. Légalement, je me retrouve au Congo, la monogamie est consacrée, donc la polygamie n'est pas autorisée. Mais je me retrouve au Sénégal,
où les lois sont un peu souples, où on autorise la polygamie. Je pars chercher Madame Koné dans son bureau et lui dit, je viens de tomber amoureux d'une femme sénégalaise. Je vais l'épouser. Comment réagissez-vous? Comment cette dame pourra obtenir la protection de ce droit une fois que moi je meurs, alors que tous mes biens sont au Congo? Merci beaucoup pour la patience. Avocat à la fois au barreau de Kinshasa Matete et de Mbandaka, et doctorant en droit et compassion des affaires au Canada ici à l'UPC. Alors ma question est très simple. Le notaire, maître notaire Bamobile a évoqué la question de son inscription en faux, ce qui n'est pas du tout prévu dans le code pénal congolais. Alors quelle est la ligne de démarcation qu'il peut dégager entre le faux en écriture et l'inscription en faux? Et s'il y a une procédure quant à cela? Donc voilà en fait un peu ma préoccupation. Merci. Merci. Ma première question s'adresse à M. Charles, qui nous a parlé des conditions pour l'adhésion à l'Union internationale. Mais vous n'avez pas dit quelles sont ces conditions. C'était un peu pour moi l'occasion pour le savoir. La deuxième question, c'est sur l'importance que M. Torsten nous a parlé de l'importance que le notaire joue. Il joue les rôles d'un législateur. Donc, il a encore ajouté qu'il est au-dessus. Donc, au-dessus du notaire, il n'y a rien. Mais ma question était celle de savoir si un notaire au-dessus de lui, il n'y a rien, quand tu prends des décisions, ces décisions peuvent être il peut décider et à partir au-delà de la loi, des règles internes ou pas. Et la troisième question. On a le droit à deux questions seulement. On prend la dame. Alors, ma question s'adresse plus au dernier intervenant, je crois, M. Georges, si je ne me trompe pas. Alors, j'aimerais savoir pourquoi libéraliser la profession de manière de CLH. Je veux savoir c'est quoi les bien fondés et comment cette libéralisation sera pratiquée en République démocratique du Congo. Merci. Au dernier intervenant. D'abord, j'ai fait mienne l'intervention de celle qui venait avant moi. Pourquoi libéraliser et quel est le bien fondé et comment y arriver. Mais je voulais demander également par rapport au juge naturel. Quel est le juge naturel des notaires? Et au Congo, il y a les ressorts. Par rapport à loi actuelle, il y a les ressorts. Les juges naturels, c'est les juges administratifs ou quel juge? Si le notaire commet une erreur, soit personnelle, soit son service, est-ce c'est devant le juge de grande instance ou devant la cour d'appel? Voilà, je pense que ça... Votre question, c'était quelles conditions pour arriver à l'UNL? Das ist so, erstens, es muss sich ein freiberufliches Notariat handeln. Premièrement, il faut qu'il s'agisse d'un notariat de façon libérale. Zweitens, es muss im Land eine Notarkammer geben. Deuxièmement, il faut qu'il existe une chambre des notaires dans ce pays. Drittens, es muss im Notargesetz beschrieben sein, wie man Notar wird. Il faut qu'il soit écrit dans la loi notariale comment devenir notaire. Und diese Kriterien müssen objektiv sein, nachvollziehbar sein. Il faut que ces critères soient objectifs et qu'on peut les contrôler, les vérifier. Und diese Kriterien dürfen nur so gestaltet sein, dass die besten Bewerber für eine Position Notar werden. Il faut que ces conditions soient de sorte que seulement les meilleurs peuvent devenir notaire. Also es darf nicht möglich sein, dass das Ministerium Notare ernennt, so nach dem Prinzip Friends and Family. Das geht nicht. Donc il ne faut pas que le ministère ou la personne compétente décide que voilà, ça c'est mon pote, ça c'est de la famille, on va aller prévaloir. Dann müssen die Notare in dem Land berechtigt sein, öffentliche Urkunden zu erstellen. Öffentliche Urkunden, das ist eine Urkunde, die
etwas Nachweis, das heißt die Beweiskraft hat vor Gericht und auch in sonstigen Streitigkeiten. Und je vais donner la parole à M. Bamobilé pour conclure avec la série de réponses. Je crois que pour la question de mademoiselle, je vais répondre à la première parce que la deuxième a été déjà répondue par notre confrère. Pourquoi la libéralisation? D'abord, c'est dans le cadre de la sécurisation judiciaire et juridique des actes. Ça soit un. Et de notre adhésion au traité OHADA. Parce que l'OHADA nous a imposé une discipline à suivre. Donc c'est d'abord le fait de sécuriser les investisseurs et dans le but d'élaborer des actes qui font foi. Raison pour laquelle l'OHADA avait plus sollicité l'intervention du notaire dans le cadre du climat des affaires. Alors, pour la question de faux et de l'inscription en faux, ici, vous pouvez comprendre que l'idée de rédiger un acte ne sort pas du notaire lui-même. Le notaire est dans son bureau, il est officier public et ministériel, il reçoit les parties. Et les actes qu'il pose, c'est un rapport avec la sollicitation des parties. Et lui ne fait que porter les inscriptions et arranger, à maquiller l'acte pour que cet acte-là puisse avoir une forme légale. Voilà. Donc, ce que le notaire fait, ce sont des inscriptions du notaire qu'on attaque. Parce que lui-même n'est pas l'auteur de ce faux. S'il y a de faux témoignages ou quelqu'un qui vient faire des fausses déclarations devant le notaire, ce n'est pas le notaire qui est responsable. C'est la personne qui est venue faire des déclarations qui est responsable devant le notaire. Vous comprenez la différence entre ce faux-là et les inscriptions en faux. Or, donne dans la liberté des contrats une certaine marge de manœuvre, dont les parties sont libres de décider ce qu'ils veulent. Tout ça, ça reste dans le cadre de la loi. Et cette marge de manœuvre que les parties ont bien pour remplir, ça fait la loi entre les parties. Le juge qui rend une décision, et là c'était aussi une question, vous avez dit que quand le notaire décide, le notaire ne décide pas. Chercher le renfort, le renforcement des données pour l'USCAGE, l'unité de suivi du climat des affaires au sein du ministère de la Justice. Donc permettre aux acteurs d'appréhender la quintessence même du notariat latin. Parce que notre pays a adhéré à l'OHADA et l'OHADA nous a imposé le statut de notaire libéral. Actuellement, le notaire joue un grand rôle dans la société parce que du fait qu'il intervient dans tout le domaine de la vie. Hein? À la naissance de l'individu, pendant sa vie et même après sa mort. Hein? Donc les notaires peuvent intervenir dans le domaine de la création de l'entreprise. Si quelqu'un veut créer une entreprise, il va aller chez le notaire. Les notaires peuvent faire le tout, partant de l'authentification du statut jusqu'au niveau du guichet unique, parce que le notaire libéral est un agent de confiance pour le requérant. Quand les gens viennent chez les notaires, c'est qu'ils font confiance à ces notaires. C'est un homme de confiance. Les gens qui le consultent, il est praticien de droit, il travaille dans la prévention, donc il exerce comme juge préventif de certains cas, parce qu'il joue aussi dans la médiation pour arriver peut-être à désengorger le corps judiciaire ou les tribunaux. Donc le notaire joue un très grand rôle dans la société. Et il accorde la force probante aux actes que lui-même rédige ou soit les actes que lui emmènent les parties. Et cet important rôle qu'il est en train de jouer
il tire ses pouvoirs de l'État. Donc on ne peut pas s'installer comme notaire sans pour autant que vous soyez nommé par le ministre de la Justice. Après avoir passé par un concours, donc accepté par la Chambre, et la Chambre des notaires, provinciale des notaires, présente le récipiendaire, son nom auprès du ministre de la Justice qui prend un arrêté pour l'accepter comme membre de la Chambre. Et là, à ce moment-là, il prête serment et il prête comme notaire. Bon, nous avons choisi l'IPC parce que l'IPC, en quelque sorte, c'est un partenaire. Et puis, il y a plusieurs d'entre nous qui sont passés par l'IPC. Il y a plusieurs des notaires actuels qui sont passés par l'IPC. Et moi-même, par exemple, je suis le fruit du master de l'IPC. Donc, raison pour laquelle on a beaucoup reçu auprès de l'IPC, donc de faveurs qui nous ont permis d'organiser la manifestation ici sur place. Mais cela n'empêche pas que après cela, nous aurons à organiser certaines de ces activités, soit à l'UCC ou à l'UNIKIN, ou même à l'UPEN.